La communauté politique européenne, c'est le nom de cette nouvelle plateforme d'échange lancée hier à Prague. 44 États y participent, pas la Russie. La France a dévoilé un plan de sobriété énergétique, notamment pour éviter les coupures. De nombreux pays européens prennent aussi des mesures à l'approche de l'hiver. Alors que la ville de Zaporijjia était la cible de bombardements ce jeudi, Volodymyr Zelensky appelle les Européens à punir Moscou. Le Parlement européen réclame des sanctions après la mort de Mahsa Amini, particulièrement ciblée la police des mœurs, soupçonnée du meurtre de la jeune iranienne. 44 dirigeants réunis hier à Prague, en République tchèque. Les 27 de l'Union européenne, mais aussi la Turquie, le Royaume-Uni, l'Azerbaïdjan. Tous ces États du vieux continent forment désormais la CPE, la communauté politique européenne. L'idée est de faire travailler tous ses voisins sur des sujets communs comme l'énergie ou les infrastructures. Et aussi de montrer l'isolement de la Russie de Vladimir Poutine, 7 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine. Notre objectif commun était de créer une plateforme informelle pour coopérer, partager des idées et élaborer des solutions pour le retour de la paix et de la prospérité en Europe. Et je crois que nous avons réussi. Je crois que c'est très utile. J'espère que c'est une nouvelle phase dans nos relations communes et que c'est le début d'une nouvelle ère. Notre volonté est clairement de nous engager, d'avoir des projets concrets et de travailler tous ensemble pour l'unité de notre continent, en particulier en ces temps très difficiles, et pour les intérêts de nos peuples. Le président ukrainien est intervenu en visioconférence. Volodymyr Zelensky demande un soutien pour que Kiev puisse adhérer à l'OTAN. La prochaine réunion de cette communauté politique européenne doit se tenir l'année prochaine en Moldavie. L'Europe a un nouveau mot d'ordre, économie d'énergie. Le gouvernement français a appelé ce jeudi à une mobilisation générale du pays pour réduire la consommation de 10% au cours des 2 prochaines années, dans le cadre d'un plan ambitieux pour réduire la dépendance à l'étranger et éviter des coupures d'approvisionnement. Tout le monde doit s'engager. Tout le monde, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation d'urgence. Nous n'avons jamais été indépendants en matière d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes exposés aux énergies fossiles à près de 66% dans notre consommation d'énergie. 66%. Et l'enjeu, c'est de sortir de ces énergies fossiles pour avoir réellement cette énergie abondante, à bas prix et qui ne fait plus de mal à notre planète. Merci, Monsieur le Président. Le président Emmanuel Macron était lui devant un parterre d'entrepreneurs lors du forum annuel BPI France Inno Génération. Il a promis d'amener l'Europe vers un plafonnement du prix du gaz et d'accélérer la décarbonation des sites industriels. On va convaincre les autres Européens. On va mettre en place un système qui fait que le gaz qu'on utilise pour produire de l'électricité, on va lui mettre un plafond de prix. Et ça permet de baisser, comme vous le comprenez bien, le prix de l'électricité produite. Et du coup, ça emmène tous les prix du gaz à la baisse, parce que ça donne des repères de prix. Les Allemands utilisent trop de gaz et risquent une éventuelle urgence énergétique cet hiver. C'est l'alerte lancée ce jeudi par le chef du régulateur du réseau national allemand. Avec la réduction des flux de gaz naturel en provenance de Russie, les responsables allemands ont exhorté les citoyens à réduire leur consommation et à économiser l'énergie à l'approche de l'hiver. Les ménages britanniques pourraient, eux, être confrontés à des coupures de courant d'environ 3 heures par jour cet hiver si l'approvisionnement devenait extrêmement difficile. Le scénario est toutefois qualifié d'improbable, sauf si la crise énergétique actuelle venait à s'aggraver. La panique dans les rues de Zaporijjia ce jeudi. 7 missiles ont frappé la ville et notamment son hypercentre peu après 5 heures du matin. Plusieurs personnes auraient été tuées et d'autres blessées. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Russie de frapper délibérément les civils pour semer la terreur. Ce jeudi toujours, Volodymyr Zelensky a appelé les dirigeants européens réunis à Prague pour un sommet à poursuivre l'aide militaire envers son pays et à punir Vladimir Poutine. Il faut d'abord punir l'agresseur, augmenter les sanctions contre la Russie, arrêter toute coopération avec la Russie et ses entreprises.
L'exclure de toutes les organisations internationales ou au moins suspendre son adhésion et sa capacité à fausser les activités des institutions internationales comme l'ONU. L'Ukraine a annoncé avoir reconquis 400 km² de gains territoriaux dans la région de Kherson depuis début octobre. À Drobichev, récemment libéré dans la région de Donetsk, près de Liman, des civils ont une nouvelle fois dû être évacués. C'est la deuxième fois pour cette femme de 78 ans, épuisée. Nous avons vécu ici, mais nous sommes partis lors des bombardements. Nous sommes revenus parce que nous tenions à rentrer chez nous, mais c'était finalement insupportable d'être ici. On n'en peut plus, on a mal au cœur, on n'est plus bon à rien. Côté russe, la télévision d'État a diffusé des images présentées comme étant celles de l'entraînement des nouveaux soldats russes mobilisés dans la région de Kherson. La vidéo montre des exercices militaires en milieu urbain. Les mobilisés apprennent à neutraliser des engins explosifs et à creuser des tranchées. Le Parlement européen a réclamé ce jeudi de nouvelles sanctions contre les responsables iraniens de la mort de Mahsa Amini et contre les auteurs de la répression. Les eurodéputés demandent que soient ajoutées à la liste noire de l'Union européenne toutes les personnes associées à la police des mœurs, cette autorité accusée d'avoir arrêté Mahsa Amini pour un voile mal porté. La jeune femme de 22 ans aurait été battue durant sa détention et a succombé à ses blessures. Sa mort a entraîné un mouvement inédit de révolte en Iran. De nombreuses femmes se coupant les cheveux ou brûlant leur voile islamique pour demander la liberté. Depuis mi-septembre, la répression du régime a été particulièrement sanglante, se traduisant par des dizaines de morts et des centaines d'arrestations dans la plupart des régions d'Iran. L'ONG Amnesty International a évoqué la mort en moins d'une semaine de 82 personnes dans la seule ville de Zahedan, dans le sud-est de l'Iran. Une nouvelle loi adoptée cette semaine en Espagne reconnaît pour la première fois comme victimes du franquisme les bébés enlevés à leur famille durant la guerre civile et pendant la dictature. Ces vols institutionnalisés avaient pour but de soustraire des enfants à des républicaines accusées de leur transmettre le gène du marxisme. Les associations estiment qu'environ 300 000 bébés ont été séparés de leur famille entre 1936 et 1975. D'abord, ils ont retiré des enfants ou femmes qui avaient une idéologie antifranquiste. Et ensuite, ils s'en sont pris aux femmes des milieux pauvres. On leur disait que leur enfant était mort, alors que c'était faux. Maria José Robles n'a jamais connu sa sœur jumelle, elle a été déclarée morte à sa naissance. Leur mère n'a pas eu le droit de voir le corps ni d'assister à l'enterrement. L'exhumation de celle qui devait être sa jumelle a levé ses derniers doutes. L'ADN ne correspondait pas. J'ai besoin de la retrouver, parce qu'on est nées toutes les deux en même temps. J'ai été accablée en pensant petite qu'elle était enterrée là, et que moi j'étais en vie. Et pourquoi? Je me posais des questions. Pourquoi elle est au cimetière et moi en vie? Quand on a su qu'elle n'était pas là, ça a été un soulagement. Mais je ne sais pas où elle se trouve. Même si aucune des plus de 2000 plaintes déposées entre 2011 et 2019 n'a abouti en raison de la prescription des faits, quelques rares Espagnols, comme Mario Vidal, ont réussi par miracle à retrouver la trace de leurs proches. Il a appris que son père adoptif avait payé l'équivalent de 725 € pour l'adopter. Après s'être plongé dans les archives de la région de Madrid où il est né, il est parvenu à identifier sa mère biologique, décédée 16 ans plus tôt. Issu d'une famille très conservatrice, sa mère l'avait eu hors mariage à 23 ans. C'est un proche qui lui apprendra qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de le récupérer à l'orphelinat, mais qu'elle en avait été empêchée et qu'elle avait même été incarcérée pour cela. La romancière française Annie Ernaux est devenue ce jeudi la 17e femme à recevoir le Nobel de littérature depuis la création du prix en 1901. L'Académie suédoise a récompensé le courage et l'acuité clinique avec laquelle Annie Ernaux découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Fin de citation. Après Jean-Marie Leclésio, Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, Annie Ernaux devient le 16e auteur français à recevoir le Nobel de littérature. Elle est notamment connue pour ses ouvrages La honte, L'occupation, Les années
ou les armoires vides.